Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez cette fois-ci. Il s'agit désormais de finalement travailler en coopération avec des gens très différents de nous. Et lorsque j'ai regardé l'international, eh bien, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'ils avaient adopté un cadre de réflexion qui permettait d'avoir un langage commun, parce que l'une des démarches les plus difficiles pour aller vers l'autre, c'est finalement de trouver ce cadre de réflexion commun qui nous permet d'avancer et qui permet en tout cas au musée de développer des attitudes partenaires protéiformes. Alors, je vais vous en présenter trois. L'une d'entre elles est le musée Maker, qui s'inscrit comme un moteur de changement, qui est d'ailleurs pas spécifique à la période actuelle, qui a déjà démarré antérieurement. Le musée formateur, celui qui s'inscrit beaucoup plus comme un acteur des nouvelles compétences qu'il faut acquérir, entre autres autour du numérique, et on va voir comment. Et le troisième, qui est par contre beaucoup plus récent, c'est celui du Smart Museum, ou pour parler un bon français, de musée intelligent qui va s'inscrire lui-même dans la fameuse Smart City. Alors, le premier cas que je souhaitais vous présenter était un cas qui est antérieur à la période, mais qui est pour moi extrêmement symbolique justement de ces possibilités de partenariat avec de multiples acteurs d'un territoire, voire même sur un plan international. Alors, il s'agit du musée de textile de Tilburg aux Pays-Bas, qui a démarré par une démarche tout à fait personnelle, qui est celle du musée, à savoir une exposition qui avait été curatée par quelqu'un de très connu dans le milieu de la mode qui s'appelle Lidl Kort, et qui a été un véritable coup de poing pour le secteur, puisqu'il questionnait toutes les pratiques à la fois d'utilisation des matières premières et de production pour le moins non conforme à toutes les évolutions de changement climatique que l'on connaissait dans la mode. Et finalement, cette exposition a amené vers le musée toute une série de gens avec lesquels ils n'avaient pas l'habitude de collaborer. Et à partir de ça, ils ont souhaité aller encore plus loin dans cette collaboration et ouvrir ce qu'ils ont appelé un espace poreux qui s'inscrit à la fois dans la ville, puisqu'il propose toute une part d'expérience autour du tissu à l'ensemble de la communauté dans laquelle il est inscrit, mais également beaucoup plus loin, c'est-à-dire un partenariat avec le secteur industriel et le secteur de la mode, qui est celui donc de la partie business et que l'on voit dans le côté lab du musée, où travaillent des designers, des artistes et des industriels qui réfléchissent en fait au textile de demain. Alors, si vous pensez qu'il s'agit d'un épiphénomène, eh bien pas du tout, puisque l'Angleterre, elle, ancien pays aussi de textile, a pris les choses à bras le corps au niveau même étatique, puisque ça fait 3 ans ils finançaient une approche cross-disciplinaire, publique, privée et université, pour regrouper l'ensemble des collections textiles du Royaume-Uni. Alors, vous en voyez les acteurs sur la slide, mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'ils y ont accroché une université qui travaille en fait sur toute la partie numérique et machine learning, donc accès à toute cette documentation de la part la plus souple possible pour les acteurs qui vont l'utiliser. Et pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils vont encore plus loin dans leur projet, qu'ils sont en train en fait de mettre en place et qu'il sortira de terre en 2023 à l'est de Londres, dont l'emblème sera le Victoria and Albert Museum East, qui est au cœur d'un pôle créatif qui sera d'ailleurs, qui va au-delà du musée, puisqu'ils seront associés aussi du théâtre et de la musique avec BBC Music, mais surtout qui va regrouper finalement des entités qui vont réfléchir sur des notions de durabilité, d'innovation, de formation et de créativité, en regroupant l'UAL College of Fashion, mais aussi des startups qui réfléchissent, par exemple des startups spécialisées en biotech, qui réfléchissent sur des futurs tissus, comme par exemple du cuir à base de champignons. Donc vous voyez à quel point toutes ces entités-là vont travailler ensemble et le musée s'inscrit exactement dans cette continuité. Et je rajouterai même encore une couche qui appartient très souvent au musée, qui est celle du soft power muséal, puisque le V&A
sur son compte WeChat actuellement, vis-à-vis de la Chine, essaye de séduire finalement, c'est un pays qui est très très ouvert sur la mode, et qu'il essaye de séduire les futurs acteurs de ce milieu-là pour venir les former en Angleterre. Et il communique sur l'idée que la mode recrée le passé, réfléchit sur le présent et finalement initie le futur de ce que vont devenir notre consommation en termes de mode. Si vous n'avez pas la capacité de mettre en place un lab et si vous n'avez peut-être autant d'ambition, finalement, la position du musée peut être beaucoup plus simple et s'actionner de manière très directe, en lien avec les territoires, sur cette notion de formation aux futurs métiers digitaux. Finalement, quand on regarde vos compétences en interne, elles sont nombreuses sur ce sujet, même si parfois on pense que vous ne les avez pas, mais par exemple, je pense à la digitalisation 3D. Eh bien, le TPAPA en Nouvelle-Zélande, donc plutôt à l'autre bout de la Terre par rapport à nous, a mis au point toute une série de programmes vis-à-vis des jeunes pour comprendre sur leur collection, donc ils expliquent aussi leur propre métier, ce qu'est la digitalisation 3D. Et pour en avoir fait moi, je vous garantis, c'est extrêmement simple à mettre en place. Et autre modèle, et là ça serait l'âge peut-être d'après, le MUMOC à Vienne a mis au point toute une série d'ateliers, alors en ligne et in situ quand c'est possible, c'est un avantage aussi, de coding à partir alors là je vous ai donné un exemple d'un tableau de Paul Klee, et ils initient les élèves en fait au code à travers l'usage d'une œuvre du musée. Et finalement, c'est les former à ce dont on parlait précédemment, à la fois des soft skills, mais aussi des hard skills, et dans un contexte où on lie l'art et la science, où on replace les humanités dans leur légitimité, on passe finalement de l'enjoyment, ou de la joie d'apprendre, à un futur emploi, ce qui est extrêmement important et qui, encore une fois, s'inscrit dans les ODD et qui permet aussi peut-être de former à des futurs métiers où les femmes ne se sentent pas particulièrement légitimes, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc, donner un autre regard aussi sur ces métiers plus techniques. Si je pousse plus loin ce rapport aux universités dans un contexte justement de construction de la société de demain, les GAFA eux-mêmes demandent en fait à ce que nos collections s'ouvrent de plus en plus et que les musées deviennent des bacs à sable des universités. Pourquoi? Parce qu'ils le reconnaissent eux-mêmes. Finalement, les intelligences artificielles qui dominent de plus en plus nos sociétés, ben, elles sont loin d'être intelligentes. Et que l'intelligence, elle est contenue dans les GLAM, donc à la fois les archives, les bibliothèques, les musées, et certaines entités muséales l'ont déjà compris et travaillent directement avec des universités sur ces sujets-là. Alors, je vous en donne 3 exemples. Le MET travaille avec le Massachusetts of Technology sur les notions, par exemple, de biais dans les algorithmes. Pourquoi? Parce que finalement, il n'y a rien de plus hétéroclite que des collections de musées. Et donc, vous mettez en exergue la notion de différence. Et c'est très important pour le faire comprendre à des computer scientists. Le Maurits Royce Museum, alors désolée pour la prononciation, qui se trouve à Rotterdam, a travaillé avec IBM sur des notions d'intelligence cognitive et de l'émotion autour du célèbre tableau de Rembrandt, la leçon d'anatomie, pour un travail sémantique de conception de chatbot. En 3e exemple, je vous donnerai celui qui est peut-être celui qui est le plus connu de vous tous, qui est celui du projet Time Machine, qui a été mis au point avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et qui est devenu finalement une sorte de modèle de la compréhension de l'évolution de nos sociétés et de nos villes, et qui est désormais appliqué. Par exemple, Amsterdam a repris le projet de Venise et essaye de projeter à partir de l'Amsterdam du passé l'Amsterdam de demain. Si l'on va encore plus loin sur ce sujet-là, c'est effectivement votre place totalement légitime dans ce que l'on entend de plus en plus s'imposer, c'est-à-dire ces notions de smart cities, qui ne sont pas d'ailleurs forcément
comme on le croit, toutes tournées autour du numérique. Ce n'est qu'une petite partie de cette conception de l'évolution de nos villes. Eh bien, je pense que vous avez toute votre place parce qu'il faut que vous puissiez avoir votre voix sur la 5G, avoir votre voix en tant qu'entité partie prenante de la cité sur votre trace en empreinte carbone. Vous travaillez sur des notions de mobilité douce, on parlait de tourisme précédemment responsable. Je vous donnerai l'exemple, lisez-le parce que vraiment c'est très intéressant comme démarche, un article dans Art News du patron des Offices de Florence qui a complètement repensé en fait la présentation de ses collections en les disséminant sur des villes autour de Florence, en créant avec la municipalité des parcours à vélo, même autour desquels en fait ils ont projeté, enfin ils vous proposent des expériences en réalité augmentée, tout ça à vélo pour désengorger, quand la ville va réouvrir aux touristes, désengorger la ville. Et je pense que le Yes We Bike va devenir aussi un des discours que vous allez de plus en plus entendre, et on peut imaginer que par exemple quelqu'un qui visite votre musée a un tarif préférentiel s'il vient à vélo. Donc ce sont vraiment des discussions dont vous devez vous emparer. Et je dirais dont vous devez vous emparer d'autant plus que des gros acteurs de plus en plus s'immiscent dans ce domaine-là. Alors, si on a laissé malheureusement les collections de textiles, pour revenir à mon sujet précédent, être digitalisées par un Google Art qui finalement en a essentiellement alimenté la taxonomie, enfin en nous prenant notre taxonomie pour alimenter le Google Search, eh bien ne reproduisons pas la même problématique avec le nouveau positionnement qu'il est en train d'adopter comme plateforme de tourisme numérique. Il est en train de taper à nos portes puisqu'il a un partenariat avec Atout France, et je pense que très rapidement, il va taper à nos portes comme finalement acteur complémentaire du tourisme. Donc, restez maître de vos collections, restez maître de vos datas. S'il tape à votre porte avec une proposition intelligente, demandez-en plus. Parce que finalement, l'important, c'est de construire un musée intelligent qui soit inclusif, efficace, durable, attractif, résilient, s'inscrivant dans donc, la totalité des ODD, parce que je reste persuadée que l'alchimie d'un musée réside dans la combinaison de connaissances réelles, d'expériences réelles, d'échanges réels, pour susciter un apprentissage en profondeur. Je m'approprie cette phrase qui est celle de Ken Arnold, professeur et directeur de l'Université de Copenhague.